Au travers de la plaine du barreau de Célande, le Zambèze, roi du paysage, s'écoule majestueusement. Sur ses rives, tantôt des savanes immenses, tantôt des forêts impénétrables aux arbres gigantesques, comme ce baobab en forme de bouteille. Barrant la plaine, des bancs de rochers volcaniques sont des obstacles que franchit le fleuve. Les chutes de Seoma, les rapides de Ngonié, d'autres encore, rendent la navigation difficile. L'homme a besoin du feu pour vivre. Les Malosi, fidèles aux coutumes d'autrefois, le produisent en faisant pivoter un jonc très sec sur un morceau de bois tendre. Et la flamme jaillit. Peut devenir terrible. Les feux de brousse, allumés pour fertiliser le sol, détruisent parfois de pauvres villages qui se trouvent sur son passage. Au lendemain de ces feux, la plaine semble dévastée, mais très vite, la végétation reprend vie, et sur les cendres naissent les fleurs. Après les premières pluies, cette terre noire peut être labourée. Jadis, les femmes la travaillaient à la houe. Aujourd'hui, les hommes labourent, ayant attelé à des charrues les bœufs qui constituent toujours leur principale richesse. Les champs de maïs demandent quelques binages, travail des femmes. Ce sont elles encore qui pilent les grains nécessaires pour le repas de chaque soir. Il faut ensuite vanner ce que l'on a pilé et le tamiser pour ôter le son. Puis, la bouillie, après avoir mitonné longuement, nourrit la famille. Le paganisme règne encore dans le pays. Les esprits des ancêtres trépassés sont représentés par des fétiches ou par des statuettes que les devins savent consulter. Pour mettre le sorcier en l'état de transe nécessaire pour cette consultation, il faut que le tam-tam obsédant rythme sa danse. Cela peut être long. Infatigablement, les tambourineurs battent leurs tambours pendant des heures. Le sorcier masqué danse. Il tourbillonne, il se démène, inventant des figures et des pas. Les assistants doivent participer à l'action en battant des mains. Ils doivent communier, en quelque sorte, à la transe du sorcier.
Puis vient le moment de la consultation. Le sorcier agite une corbeille pleine d'objets hétéroclites, morceaux de bois de formes bizarres, graines, perles de verre, osselets. L'esprit qu'il invoque est censé disposer les objets tombant de la corbeille d'une façon qui lui permettra de lire la réponse à la question posée. Les esprits des trépassés sont censés résider aux alentours des tombeaux. Autour de ceux-ci, on construit une hutte, s'accrocher toutes sortes de petits objets considérés comme ayant une valeur magique. Bracelets, bouchons de paille, poupées. Les descendants du défunt viennent implorer ces mânes en battant des mains. L'initiation des garçons ne se pratique pas chez les Malosi, mais chez leurs voisins, les Mashiwokwi, elle est traditionnelle. Les rites mystérieux auxquels sont soumis pendant 2 mois les jeunes garçons se terminent par la circoncision. Il faut avoir subi cette épreuve pour être considéré comme un membre adulte de la communauté. Par toutes sortes de brutalités, par des boissons magiques, le devin cherche à augmenter leur endurance. Les secrets des procédés de chasse leur sont révélés. Tout cela accompagné d'obscénité, préparation immorale à la vie sexuelle. C'est dans ce pays et dans cette ambiance qu'est né le petit Zambo. Heureusement pour lui, à proximité de son lieu de naissance, il y a une pouponnière de la mission où il reçoit les premiers soins. Le logement de ses parents n'est qu'une pauvre hutte d'herbe s'élevant dans la savane. Sa mère s'en va puiser l'eau dans un marigot voisin. Sur les conseils des infirmières, elle baigne soigneusement le petit. Mais il ne semble pas apprécier cette hygiène moderne. Son père passe le plus clair de son temps en conversation avec ses voisins. Les Malosi sont très polis et ne s'abordent pas sans salutations très compliquées. Comme tous ses petits camarades, Zambo prend sa part de travaux ménagers, cherchant du bois, faisant le feu, allant puiser l'eau et participant à leur jeu.
Un beau jour, la famille de Zambo décida qu'il fallait qu'il aille à l'école des Blancs. Un vieillard, son oncle, le présente à l'instituteur de la station. Que de choses nouvelles pour le petit Broussard. Ces ardoises dont se servent ses camarades, ces lettres de l'alphabet que par jeu, ils écrivent sur le sable. Et quelle joie quand sonne l'heure de la récréation, heure où l'on va dévorer le repas apporté dans une petite gamelle. Parfois, la classe se fait en plein air. Les visages sont noirs, mais l'arithmétique est la même dans tous les pays. Dans le voisinage, une école de filles. Ces demoiselles ont eu bien à faire pour débroussailler leur jardin potager, puis pour travailler les plates-bandes. Mais grâce aux soins persévérants, quelle belle récolte! Il faut parfois s'occuper de faire sécher le combustible, la bouse de vache, et le rentrer ensuite à la réserve. Les garçons aussi ont des heures de travaux pratiques. Bien souvent, il leur faut entretenir et réparer les clôtures en roseau. Les plus adroits font des nattes de papyrus. Aux Andes, c'est un travail masculin. Ce que Zambo aime le mieux, c'est la leçon de gymnastique. Les élèves défilent portant le drapeau anglais et le drapeau du barreau de Célande. Leurs exercices combinent des mouvements de gymnastique européens et des danses guerrières locales. Quelques années plus tard, c'est le grand jour des examens. Les élèves ont à répondre aux questions que leur pose l'institutrice blanche, Mademoiselle Gardien. Le petit Zambo a mérité un diplôme qui le remplit de joie. Vive les vacances! C'est la saison des grandes pêches. Le père de Zambo vérifie attentivement l'état des grands filets du village. Puis commence la grande pêche royale qui n'a lieu qu'une fois par an. Dans un bras du fleuve, pareil en aval, on tend un filet suspendu à une claie allant d'une berge à l'autre. Tout l'appareil est traîné par des cordes et s'avance lentement en ratissant tous les poissons qui se trouvent sur son passage.
Les poissons, voyant le danger, essaient de sauter par-dessus le filet, mais retombent sur la clé. En foule, ils se précipitent le long des berges, pensant trouver là un passage. Mais des deux côtés, les tireurs de filets les chassent vers le milieu de la rivière. Nous arrivons enfin au barrage terminal. Les poissons, de plus en plus nombreux, essaient en vain de franchir le filet. Celui-ci est détaché de la clé et tiré sur la plage. Il apparaît enfin plein d'innombrables poissons. La distribution du butin ne peut se faire qu'en présence des chefs. Chacun emporte sa part de la distribution. Dans les marigots, on pêche plutôt au harpon. Les hommes vont là où l'eau est profonde. Les garçons se tiennent sur les bords. Une fois que les hommes sont sortis de l'eau, les femmes sont autorisées à prendre le fretin dans de grandes nasses. À la fin de la pêche, tout ce qui a été pris est mis en confusion. Après quoi, il s'agit d'écailler les poissons avant de les faire sécher au soleil pour les conserver. Avec un de ses oncles, Zambo a fait un grand voyage le long du fleuve. Il fallut d'abord préparer la pirogue, puis on se mit en route. Un peuple doit le long de la pirogue. C'est sans beaucoup de succès l'un de ces oiseaux. Ce sont aussi des antilopes, nombreuses et d'espèces variées, des élans, des zèbres qui aiment le paysage.
Parfois, un crocodile, surpris, disparaît dans l'eau à l'approche des pirogues. Le soir, à l'étape, il arrive que le camp soit envahi par les fourmis guerrières. Bien souvent, Zambo aperçoit des caméléons changeant de couleur pour s'adapter à la teinte de leur entourage. Ou des lézards à tête bleue qui jouissent de la même faculté. À la rentrée, Zambo va à l'école professionnelle. Le directeur, M. Mercoiret, distribue tous les matins le travail aux élèves. Les uns vont à la menuiserie, d'autres préparent des bottes de chaume pour couvrir un toit. Toit d'une maison qu'ils ont construite eux-mêmes naturellement. Car il y a aussi des élèves maçons. Les leçons de gymnastique apportent là aussi un changement agréable aux routines quotidiennes. Zambo s'en va parfois dans une des petites classes de l'école normale, rêver devant les fresques peintes par un de ses camarades plus âgés. L'une d'elles illustre une légende sacrée de la famille royale. Le combat du taureau de Moinamouigny et de celui de Mbo, qui, en tuant son rival, avait fait de son maître le fondateur de la dynastie royale. La sœur de Zambo est élève, non loin de là, dans l'internat que dirige Mademoiselle Gardien. Le dimanche, avec tous les habitants de la station, il participe au culte. Parfois, lorsqu'ils ne sont pas en tournée, les missionnaires sont là. Et à la sortie, ils causent avec les uns et avec les autres. Avec l'un d'eux, Zambo fit une fois une tournée. D'abord en wagon à bœufs, à travers plaines et marigots. Puis en pirogue sur le fleuve immense.
C'est ainsi qu'ils visitent la léproserie. Les infirmiers présentent les malades aux missionnaires, expliquent leur cas et racontent leurs difficultés. Le missionnaire examine les plaies de ces pauvres gens, puis il les réunit pour leur parler et les exhorter à la patience. On essaie d'occuper ces lépreux et de leur apprendre quelques travaux faciles pour qu'ils puissent gagner quelques sous. Un vieux catéchiste lépreux lit la Bible à haute voix, car rares sont ceux qui savent lire. Zambo arrive ensuite à Lealouyi, la capitale du pays. Qu'est donc cette grande case entourée d'une haute clôture? Que signifie cette procession de porteurs de défense d'ivoire? À leur suite, Zambo s'introduit dans la résidence royale. Il est en présence du roi, qui reçoit ses chasseurs d'éléphants à la fin de leur campagne. L'un d'eux est admis à l'honneur de les raconter au roi. Ils miment leurs aventures en dansant. Dans les dépendances du palais, les artisans travaillent pour le souverain, vanniers et tisserands de nattes. Un forgeron avec son double soufflet, actionné par un petit apprenti. Les fabricants de filets de pêche en raffia. Zambo regarde aussi travailler un tailleur d'ivoire, faisant un chasse-mouche avec une queue de gnou. Puis, un sculpteur modelant des bustes. Celui du roi, en particulier, est très ressemblant. Au risque de se faire arrêter, il rôde longtemps dans le village royal. Il aperçoit enfin le roi lui-même, Moulena Mwanawina. Assis sur son trône, le roi écoute son ministre, le Ngambela, accroupi près de lui, qui parle en battant des mains. Le conseil de la tribu est assemblé autour d'eux. D'un côté, les princes de la famille royale. De l'autre, les ministres et les grands chefs. Puis le roi retourne dans ses appartements privés. Après de longues journées de pirogue, Zambo aperçoit au loin de hautes fumées.
celle qui signale l'approche des grandes chutes du Zambèze. Il faut se hâter d'atterrir pour ne pas être entraîné par le courant de plus en plus impétueux. Ces chutes merveilleuses, que les Malosies appellent Moussi Oatunia, la fumée tonnante, et auxquelles Livingstone, le premier blanc qui les vit, donna le nom de sa reine, sont un des plus émouvants spectacles visibles sous les cieux. Zambo se souvint du poème qu'elles avaient inspiré à Vilakazi, le jeune poète zoulou. Coulez encore, à jamais, coulez encore, ô vous ondes, ô cataractes effrayantes et belles. En tes sauvages agitations, ne souffre pas d'arrêt. Coule encore en la profondeur insondable et sans mesure. C'est Dieu qui sur ton front a mis l'onction de grâce et couronné ta tête de l'arc-en-ciel courbé, et tes pieds a enfouis dans d'éternels brouillards. Il te donne la voix du tonnerre puissant et t'accorde l'audience de l'immensité solitaire, là où tu forces au silence la bouche des mortels sur les grandes falaises d'Izibungu. Quel bonheur de toucher d'un doigt respectueux la frange au bord du pagne qui ceint les reins de la belle Victoria. Les rubans de pluie tombante qui forment sa ceinture descendent en courant et se brisent sur les rochers, et l'écume jaillissante éclate en cercle féerique. Une vapeur d'eau flamboie et monte comme un feu. Elle cache les colonnes majestueuses des rapides et montre les couleurs luisantes de l'arc-en-ciel, tiare du soleil fièrement porté au milieu du jour. La nuit, c'est une voie lactée que dans sa blancheur, elle parsème de toutes petites étoiles qui scintillent. Toujours tu déverses tes torrents, ô Victoria, sans un seul jour diminuer ton flux incessant, sans que jour et nuit ton volume décroisse jamais, ô toi, le modèle d'une activité sublime. Maintenant, Zambo, devenu jeune homme, rêve à son avenir. Ira-t-il travailler aux mines d'or de Johannesburg, dur métier qu'il faudra apprendre péniblement dans les entrailles de la terre? Se fera-t-il commerçant pour vendre sur les marchés les produits de l'artisanat local? Il pourrait aussi s'en aller dans les chantiers forestiers et travailler dans les grandes scieries. Il pourrait apprendre la mécanique et conduire un beau camion. Pourquoi ne pas se faire instituteur pour transmettre à de plus jeunes que lui les connaissances qu'il a acquises? Enseigner à l'école professionnelle, où il a passé tant d'années heureuses.
Pourquoi n'entrerait-il pas au service du roi? Un jour, peut-être, il deviendrait son ministre. L'idée lui vient d'une carrière plus désintéressée. Il pourrait soulager les souffrances des hommes, étant infirmier. Il est donc difficile de prendre une décision. Rien ne le satisfait. Il a des idées qui le troublent. Il voudrait voir clair en lui-même. Il prend la résolution de chercher les conseils de son vieux pasteur. Et c'est à lui qu'il révèle enfin que tout au fond de son cœur, il voudrait servir son Dieu et son Église. Quel soulagement, son vieux pasteur l'a encouragé. Zambo s'en va trouver le directeur de l'école pastorale. Moment émouvant, premier contact avec le président de la mission. À la rentrée, quand la cloche de l'école pastorale sonne pour la première fois, Zambo est l'un des élèves. Quatre ans d'études, et d'études difficiles. Mais le professeur ne se fatigue pas de reprendre ses explications. Les cours ont souvent lieu en plein air. C'est en plein air également que sont pris les repas. Les étudiants ont eux aussi un jardin potager à débroussailler et à entretenir, à arroser. Mais cela repose des livres et ensuite on peut se baigner. Que de soirées passées à la lumière de la lampe, penchées sur ses livres. Souvent, le samedi, les étudiants partent pour annoncer l'évangile dans les villages voisins, encore païens. Les regardant partir, le missionnaire leur donne ses dernières recommandations, quelques lettres ou quelques remèdes pour un voisin. Enfin, ayant terminé ses études, Zambo reçoit la consécration pastorale.
Sambo Moussia Lela, le premier du Zambèze, petit pêcheur de poissons, devenu par la grâce de Dieu, pêcheur d'hommes. Et maintenant, sur les rives du grand fleuve, l'église de Jésus-Christ est fondée. Le baptême y introduit les nouveaux chrétiens. La Sainte Seine les unit à leur Sauveur ressuscité. Zambèze lève les yeux vers l'espérance. Réjouis-toi, pays bien-aimé.